Bonjour, chers internautes et chers compatriotes ivoiriens. L'occasion qui nous est donnée me permet d'avoir m'entretenir ce jour avec vous. C'est pour moi l'occasion d'avoir salué votre présence massive et distinguée à cette période de l'année, période qui me permet d'avoir à vous adresser mes vœux et à renouveler pour bien d'entre vous ces vœux que j'ai bien voulu vous adresser, d'excellentes et merveilleuses années 2023 sur tous les plans. Que Dieu nous permette d'avoir une sublime année au niveau touristique pour que bien des jeunes s'insèrent dans le tissu, j'allais dire, économique de notre pays à partir de notre secteur d'activité. Dans un tel contexte, il me plaît aujourd'hui d'avoir saisi l'opportunité qui m'est donnée pour avoir à vous dire combien de fois le président de la République a fait beaucoup d'efforts pour que notre pays rayonne et soit véritablement un arbre de paix, toute chose qui concourt à entreprendre l'activité touristique et à positionner notre pays comme une destination phare. Alors je me présente à vous, je suis Fofana Siandou, ministre en charge du tourisme, qui depuis 11 janvier 2017, j'officie en qualité de ministre du Tourisme et aussi j'ai eu successivement l'opportunité d'être porté à la tête du conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme pour l'exercice passé, et les membres ont eu l'occasion d'avoir à me donner l'opportunité d'être le seul candidat et d'avoir à défendre les couleurs de notre continent. Au cours de ce vote, j'ai bien voulu faire amende honorable à la demande de nos membres d'avoir exercé un second mandat, mais compte tenu d'un certain nombre d'éléments de positionnement, nous avons convenu d'avoir une entente entre nous, ce qui a concouru à positionner l'Arabie Saoudite en tant que pays désormais devant assurer la présidence, et à l'unanimité des membres, ils ont bien voulu me confier à nouveau, chose rare dans notre organisation, comme premier vice-président du conseil exécutif. Cumulativement, je suis aussi président de la commission Afrique de l'Organisation mondiale du tourisme, chose qui est une première dans l'histoire de notre pays. C'est la première fois depuis que 1970, le ministère du Tourisme a été créé dans notre pays. C'est la première fois qu'un des nôtres accède à cette responsabilité au niveau continental et au niveau mondial. Et nous sommes heureux que cela se passe pour magnifier la diplomatie et le positionnement que le président a défendu avec hardiesse pour que notre pays soit reconnu dans le Conseil des Nations à nouveau. C'est ce temps qui a été salué en portant leur choix à l'unanimité sur nous pour diriger au niveau continental et ensuite être aujourd'hui le numéro 2 du conseil exécutif après avoir été le numéro 1. Ce qui n'est jamais chose aisée d'avoir successivement apporté une telle responsabilité. Bien évidemment, pour mon parcours, j'ai eu d'abord à faire des études en finance dans le domaine de l'expertise comptable et dans le domaine de la finance internationale, sanctionné par un master spécialisé de la conférence des grandes écoles de l'ISCP à Paris. Et ensuite d'avoir soutenu une thèse en matière de finance internationale sur la régulation de la mondialisation financière. À l'issue de toutes ces études, j'ai bien fait des certificats et bien d'autres démarches qui m'ont aidé à parfaire mes connaissances dans les relations internationales et dans la finance internationale. Aujourd'hui, pour nombre qui me suivent, vous savez que je suis passé au fonds d'entretien routier en qualité de DAF et ensuite directeur général, ce qui m'a conduit à faire une dizaine d'années dans le domaine des infrastructures routières. Nous avons eu l'occasion de faire un parcours ensemble avec bien des routiers et cela nous a permis, aux côtés du Premier ministre actuel, d'avoir bâti des champions nationaux dans le domaine des infrastructures routières. Naturellement, je suis passé dans le domaine du transport aérien à la Sodexam
Et moi-même, j'ai été au tout début de mon arrivée en Côte d'Ivoire, après avoir terminé mes études et travaillé et rentré en Côte d'Ivoire, monter une unité industrielle dans la zone industrielle de Yopougon pour les productions cosmétiques et une autre unité pour la production métallique. Toutes ces expériences ont concouru à forger ma destinée et à faire de moi quelqu'un qui ne recule pas devant le danger. Mais c'est l'occasion pour moi de rendre un hommage appuyé au Premier ministre actuel, ainsi qu'à tous nos devanciers. Au nombre de ceux-ci, je voudrais citer le Premier ministre Amadougon Coulibaly, qui n'est plus de ce monde, mais qui, de mon point de vue, a apporté beaucoup dans la mise en place de la politique que nous menons. C'est grâce à lui que nous avons su concevoir Sublime Côte d'Ivoire avec l'appui de, je dirais, du cabinet McKinsey. La Côte d'Ivoire s'est dotée de cette stratégie qui a été adoptée à l'unanimité en Conseil des ministres. Et aujourd'hui, nous devrons reconnaître que des avancées ont été réalisées depuis un nombre d'années. Tout dernièrement, nous avons eu l'opportunité d'avoir réuni l'Arabie Saoudite, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, après 6 années à la tête de ce département, pour célébrer l'ensemble des acteurs qui font bouger le tourisme ivoirien, les activités de nuit, ainsi que le côté de la restauration et les voyagistes. Tous ceux-là ont été salués à leur juste mesure, étant entendu qu'ils ont vécu les frasques de la Covid-19. Dans un tel contexte, nous avons organisé les Sublimes, qui est une distinction pour avoir à saluer tous les acteurs et dire la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire, mais surtout de l'Organisation mondiale du tourisme. Et c'est ce qui honore notre pays et qui donne un souffle nouveau à notre secteur. Bien évidemment, vous devrez reconnaître avec moi que nous avons fait bien des efforts pour que, dès ma prise de fonction, je dirais le classement qui avait marqué un temps d'arrêt depuis 1985 a repris, je dirais, aujourd'hui dans notre pays, sans conteste, avec un souffle nouveau pour préparer l'ensemble de nos établissements touristiques à accueillir la CAN de 2024, janvier 2024. Et nous-mêmes, en tant que membres du comité, nous nous attelons aux côtés de l'ensemble de tous les membres sous la supervision du Premier ministre à faire en sorte que nous répondions à ces défis qui nous attendent et profiter de la CAN pour en faire un produit d'appel à l'effet d'impacter la destination Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous entreprenons avec des ministères en charge de l'image de la Côte d'Ivoire, le ministère de la Communication, le ministère des Affaires étrangères, sur le country branding à l'effet d'instaurer une nouvelle vision sur la destination Côte d'Ivoire. Ceci sous l'égide éclairée du président de la République avec la supervision du Premier ministre. Nous entreprenons ces actions visant à repositionner la Côte d'Ivoire comme une destination phare. Naturellement, vous comprenez que ce que nous avons pu faire ces dernières années a eu principalement des activités notables, dont notamment 2 tables rondes à Dubaï et Hambourg. Ensuite, nous avons pu mobiliser bien des acteurs pour prendre un portefeuille de projets qui permet aujourd'hui d'avoir bien des hôtels. Alors, pour me résumer sur les éléments de présentation et les éléments pouvant constituer les véritables traits caractéristiques de notre secteur ces dernières années, ces actions notables ont permis de réaliser 65% de réalisation d'infrastructures hôtelières, augmentant notre capacité d'hôtels de 2200 à un peu plus de 4350 hôtels aujourd'hui, et nous positionnons avec un peu plus de 64 000 lits. Le tout devrait être agrémenté avec l'ensemble des Airbnb, avec l'ensemble des résidences hôtelières qui portent la capacité des lits à plus de 84 000 lits. Dans un tel contexte, c'est dire que la progression est de 65% et c'est une avancée notable que nous devons à la politique du président de la République, mais aussi grâce à cette
stratégie Sublime Côte d'Ivoire qui fait des avancées et qui permet de mobiliser tous les acteurs pour les inscrire dans la démarche visant à faire de notre pays la 5e destination touristique de notre continent. Il faut reconnaître que les restaurants ne sont pas à marge de cela. Nous avons instauré une nouvelle démarche qualité qui est en cours. Et donc, je terminerai en disant, nous avons aujourd'hui un peu plus de 4000 restaurants, là où nous avions à peine 2000 restaurants. Et des restaurants, nous avons travaillé avec eux dans le cadre du Conseil national du tourisme que nous avons installé à nouveau avec ma présence à la tête de ce ministère, pour que ce soit le Parlement de tous les acteurs, et c'est ce à quoi nous nous attelons. Et je tiens à dire merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué à faire ces avancées. Les années qui arrivent, et je dirais tout près de nous, les mois qui arrivent, permettront d'insuffler la dynamique et d'instituer un cadre réglementaire qui soit en adéquation avec les ambitions affichées par le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui vise à rentrer dans le top 5 des destinations touristiques du continent africain. Alors, il y a des questions qui me viennent en même temps des différents intervenants. C'est le cas de notre frère Yedidia Kounan Kofi, qui voudrait savoir, il s'exprime en ces termes: Monsieur le ministre, le tourisme pourrait constituer un véritable vivier pour résorber la question du chômage des jeunes. Est-ce que la politique touristique à ce jour prend en compte ce volet? Naturellement, le président de la République, au cours de son adresse à la nation, venait d'annoncer et de déclarer que l'année 2023 est l'année de la jeunesse. Tout naturellement, je travaille en rapport avec le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, et nous avons eu plusieurs séances de travail avec lui dès que la stratégie Sublime Côte d'Ivoire a été mise en place, pour faire en sorte que la priorité des emplois soit accordée aux jeunes. Mais pas que les emplois, mais la création d'activités et l'autonomisation des jeunes se passe de commentaires. Et donc, tout naturellement, nous avons fait en sorte que la priorité des emplois soit réservée aux jeunes, mais que des passerelles leur soient données pour créer les toutes petites entreprises et être insérés dans les PME de notre secteur d'activité. Il faut rappeler que le secteur du tourisme génère 10% des emplois au niveau mondial et génère 10% du PIB mondial, ce qui fait de ce secteur le 3e secteur exportateur au monde. Dans un tel contexte, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas se priver d'un tel levier important de création d'emplois qui est un vecteur et une source importante pour les jeunes, étant entendu que ce sont 10% de notre population dans sa structure actuelle, en majorité jeunes, ayant moins de 35 ans. Dans un tel contexte, la priorité du gouvernement pour notre département et pour le ministère de la Jeunesse demeure principalement cette action en faveur des jeunes pour l'emploi. Encore que 2023 est votre année, nous allons bientôt, dans le cadre du Conseil national du tourisme, ouvrir un pan entier pour que nous travaillions avec vos fêtières à l'effet de vous insérer dans ces dispositifs pour que vous-même vous fassiez des suggestions, puisque nous venons de créer une direction en charge des start-up. Et quand on parle de start-up, c'est la jeunesse qui est en pleine ébullition que nous voulons avoir à intéresser. Voilà ce que j'avais à dire. Monsieur Serge Ivriao voudrait savoir, dans le cadre de l'organisation de la prochaine Cannes, il constate qu'on assiste à la construction d'infrastructures hôtelières et de villas d'hôtes. À quel stade de réalisation sommes-nous et qu'est-ce qui est prévu pour ces établissements après la Cannes? Naturellement, il faut dire que c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire est en train de consacrer un peu plus de 500 milliards à la réalisation d'infrastructures devant permettre à notre pays d'accueillir la Cannes dans d'excellentes conditions. Et aujourd'hui, l'État mobilise des ressources pour réhabiliter les infrastructures hôtelières qui sont de la responsabilité de l'État et qui font partie du patrimoine de l'État. C'est le cas de l'hôtel Ivoire, c'est le cas de l'hôtel Président, ainsi que l'hôtel RAN Hôtel et l'hôtel des parlementaires. Vous conviendrez avec moi que dans bien de nos villes, il faut encourager aujourd'hui le secteur privé et les saluer avec vivacité au regard de leur intérêt qu'ils ont accordé à
l'écoute, du moins à l'appel lancé par le gouvernement. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, avec toutes les infrastructures qui sont en cours de réalisation, c'est l'occasion pour nous de dire que bien des hôtels ont vu le jour aujourd'hui à Yamoussoukro, à San Pedro, à Boaké, ainsi que à Korogo. Et nous mettons en place une politique visant à dématérialiser la promotion de la destination et à les mettre sur une plateforme de commercialisation qui est en cours d'élaboration avec des cabinets américains et ivoiriens en association pour qu'il y ait transfert de technologies et de compétences pour que nous ayons la possibilité de travailler en étroite collaboration pour aider à mettre en place les instruments de commercialisation de ces infrastructures-là. Donc, soyez rassurés qu'à la fin, nous n'aurons pas à regretter, mais aussi vous voulez savoir à quel stade de réalisation sommes-nous. Nous sommes pour la plupart dans des phases d'achèvement, mais dans le cas de bien d'autres infrastructures, nous avons donné et discuté avec bien des opérateurs pour que fin mars 2023, la plupart des infrastructures soient livrées et que nos établissements qui sont en charge du classement et surtout des agréments et la commission de certification pour la démarche qualité les visitent et voient dans quel cadre nous pouvons collaborer avec eux pour restituer à l'ensemble des visiteurs qui viendront un service de qualité à l'effet de les fidéliser. Et il va sans dire aussi que pour ce qui concerne ces établissements après la CAN, il va avoir une autre vie. Nous voulons développer le tourisme domestique et c'est là qu'ils prennent toute leur place pour aider à faire des packages pour que la destination de nos villes secondaires soit prisée par nos concitoyens et ceux qui nous font l'amitié de nous visiter. Il y a M. Marcelin Dibi qui voudrait savoir, il dit ici, le gouvernement a institué la taxe de développement touristique. Quel est son niveau d'apport à ce jour? Répond-elle à l'objectif de son institution? Je voudrais dire que la taxe de développement touristique, à l'instar des autres pays, est un instrument qui a été inventé et qui est utilisé pour la plupart des pays pour financer le secteur du tourisme à bien des égards pour ce qui concerne les aménagements des espaces réservés pour les activités touristiques, ce qu'on appelle les zones d'utilité touristique. Et aujourd'hui, l'apport au niveau pour ce qui est versé sur le fonds de développement touristique se situe à une proportion d'1,2 milliard. Et donc, nous pouvons dire que nous ne sommes pas encore dans la trame de ce que nous voulons et c'est pour ça que nous faisons appel à bien des acteurs pour travailler à bonifier cette perception et faire en sorte qu'il y ait moins de déperditions et que nous ayons un système plus étanche qui permette de collecter ces ressources et qu'il y ait une bonne gouvernance de ces ressources avec la Direction générale des impôts, que nous ayons une possibilité de les collecter de façon à mettre en place des mécanismes de gestion qui soient irréprochables. C'est ce à quoi nous nous attelons et maintenant les utiliser pour l'émergence des champions nationaux, les accompagner à capter des ressources et donc des réformes sont en cours visant à réformer notre fonds et vous verrez avec la feuille de route adoptée par le gouvernement que cette année, il est envisagé pour les tests à présenter en conseil au cours du séminaire gouvernemental et présenté dans la feuille de route du ministère que le fonds de développement touristique doit subir une modification substantielle permettant d'avoir à aider les PME et l'ensemble des entrepreneurs ivoiriens pour qu'ils soient plus compétitifs à l'échelle internationale. Est-ce que cela répond-elle aux objectifs de son institution? Tout naturellement, et seulement que la taille n'est pas encore suffisante pour avoir absorbé tous les besoins et toutes les sollicitations. C'est ça à quoi nous faisons plusieurs réformes et plusieurs arbitrages devant aider à concourir à une plus grande mobilisation de cette assiette de la parafiscalité. M. Ouattara Daouda voudrait savoir une opération d'inspection des établissements
hôteliers et des restaurants a été lancé il y a quelques années en vue de leur classement. Peut-on avoir les résultats de cette opération? Oui, il faut dire que ce classement a été arrêté depuis 1985, comme je le disais dans mon exposé liminaire. Mais aucune destination ne peut se rendre compétitive si cette destination ne prône pas un service de qualité. Parce que c'est un service marchand, le tourisme, quelquefois immatériel, mais il n'y a que la qualité des services qui l'accompagne, qui peut avoir à fidéliser et à générer un grand intérêt pour l'utilisateur. Et c'est ce à quoi nous nous attelons. Et donc, la plupart de nos établissements, nous avons revu. Aujourd'hui, il y a deux types de classification, aussi bien la classification pour les hôtels et la classification pour la restauration et les établissements de loisirs. Ce à quoi nous nous attelons aujourd'hui, c'est de dire que notre objectif, c'est de faire en sorte que la plupart des villes qui abritent la CAN, l'ensemble de leurs établissements fassent l'objet de classements et d'audits techniques. Et donc, c'est ce à quoi nos acteurs sont mobilisés. Pour l'instant, 500 établissements sont inscrits pour ce premier trimestre. Et pour le bilan à mi-parcours, nous avons déjà fait 400 établissements. Et donc, nous procédons à la pose des prononcés. Et donc, nous avons intégré dans ce classement les maquis qui deviennent une réalité et qui devient une marque déposée de la culture ivoirienne et qui doit faire constituer véritablement un produit d'appel pour la destination Côte d'Ivoire. Il y a M. Gilles Florent qui dit « Monsieur le ministre, où en sommes-nous avec le projet du parc d'attractions ?» Je suis heureux de vous apprendre que après avoir fait 1 à 2 semaines de tournée dans la ville d'Abidjan, nous avons recensé plusieurs parcs et nous avons codifié leur fonctionnement. Et une direction générale a été érigée à la demande du gouvernement de Côte d'Ivoire pour que ce secteur soit davantage harmonisé. Aujourd'hui, nous recensons un peu plus de 1300 centres de loisirs avec différents établissements à différents échelons. Mais nous pensons que notre pays, voulant être la base de divertissement et de loisirs, doit encourager le secteur privé avec l'aide de l'État, avec les facilités concédées, à construire un parc d'attractions dénommé Aquaba Park. La convention a été signée, les agréments passés, les études pratiquement achevées. Hier, nous avons eu même une rencontre avec un fonds d'investissement et l'ensemble des acteurs. Des partenariats publics-privés ont été passés et nous sommes à la négociation pour le deuxième parc, mais pour le premier, je peux vous dire que nous avons pratiquement bouclé. Nous attendons les investisseurs qui reviennent pour que nous parachevons la conclusion de leur contrat de partenariat public-privé à l'effet de commencer les travaux. Et donc, là-dessus, vous aurez les questions qui vont être abordées dans la prochaine étape. Mais convenez avec nous qu'au jour d'aujourd'hui, la question du terrain qui était un problème a été réglée en partie et nous pensons que la prise de droits coutumiers devant se faire avec leur venue et comme cela, nous allons avoir fait valoir au titre des redevances à percevoir plus tard, au titre du compte courant associé. Et donc, ils vont procéder à la prise de droits pour notre compte et après, nous procéderons au cours de leur exploitation à faire valoir sur les redevances à verser à l'État. Monsieur Thomason Alex dit ceci, Monsieur le ministre du Tourisme, Monsieur le ministre, le tourisme coûte cher en Côte d'Ivoire, empêchant les Ivoiriens eux-mêmes d'en profiter. Que fait le ministère pour changer cette situation? Oui, nous convenons avec vous. Déjà, la destination de notre pays, la desserte essentiellement faite par Air France, coûte excessivement cher. Et pour que la destination soit compétitive, il faut avoir démocratisé la destination Côte d'Ivoire déjà. Et au plan domestique, il faut avoir à saluer le ministère des Transports et le gouvernement dans sa totalité au regard des efforts qui ont été consentis visant, un,
à réhabiliter les aéroports d'intérieur. Et je suis mieux placé pour vous dire, dans un passé, j'ai été quand même à la Sodexam, et de ma connaissance des aéroports, je sais qu'on avait du mal à faire face au respect des normes prônées par les 18 annexes. Ils sont passés aujourd'hui à 21 annexes au niveau de l'OACI, entendu par là l'Organisation des Nations Unies pour l'aviation civile. Et donc les aéroports de l'intérieur étaient fermés à la desserte des vols. Et il fallait réhabiliter les aéroports. Aujourd'hui, on assiste au balisage d'urnes et à des équipements ILS et VOR qui sont des instruments d'aide à la navigation et à l'atterrissage. Et aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a mis des appareils pour pouvoir faire la desserte. Cependant, ces équipements ont un coût. Et donc, au regard du trafic qui n'est pas aussi important, génère quelques difficultés ici et là constatées au regard de la cherté de la destination. Mais je pense que le ministre des Transports en est conscient et les responsables en charge de Air Côte d'Ivoire le sont aussi tout autant. Mais il faut reconnaître qu'au fur et à mesure qu'il va avoir beaucoup plus d'utilisation et au regard des dispositions que le ministère des Transports est en train de prendre, nous pensons qu'à terme, c'est un moyen de transport qui sera démocratisé. Et l'État a fait d'énormes efforts consentis visant à réhabiliter les infrastructures routières. Et croyez-moi, là aussi, pour un passé récent, je peux avoir à vous dire, c'est un peu plus de 7 500 milliards qui ont été consentis par l'État. Et l'État continue de mettre beaucoup plus de moyens dans le rattrapage de notre réseau routier. Aujourd'hui, les routes fiscalement responsables pour l'économie ivoirienne, c'est un peu plus de 45 000 kilomètres de routes qui font l'objet de réhabilitation. C'est l'occasion pour moi de saluer tous les efforts consentis par le ministre en charge de l'équipement routier, ce qui nous aide aujourd'hui à valoriser les sites touristiques. Et naturellement, nous allons démocratiser et nous allons faire en sorte que cela soit rendu accessible, mais votre remarque est tout à fait pertinente et nous faisons des packages pour que bien des acteurs puissent profiter de nos destinations et donc des circuits sont définis et commercialisés et nous faisons en sorte qu'il y ait des guides qui soient portés au niveau de ces sites pour avoir à valoriser l'ensemble de ces sites, mais la destination telle que vous l'indiquiez, il y a du travail à faire et c'est de façon, j'allais dire, à travailler en synergie les uns avec les autres que nous allons travailler à définir des passerelles visant à trouver une économie d'échelle permettant de mettre les moyens à la disposition des populations pour que les territoires secondaires, j'entends par là les villes secondaires, fassent l'objet de visites en rapport avec les collectivités locales. Donc, soyez rassurés, nous sommes conscients, nous prenons la mesure de cette situation. La connaissance du territoire crée la paix et crée une certaine sédentarisation des jeunes au niveau du territoire, des territoires secondaires. Et donc, pour cela, nous allons, avec ce que le président a dit, développer un cadre de divertissement et de sport en rapport avec le ministre des Sports pour que dans les territoires secondaires, il y ait des infrastructures. Et donc, c'est ce que nous allons faire pour qu'il y ait des infrastructures de loisirs et des infrastructures de sport. Mais encore plus, soyez rassurés, c'est le mode de transport et les hôtels, nous sommes en discussion. Le Conseil national du tourisme inscrit sur son agenda la rencontre avec tous les hôteliers visant à discuter pour convenir sur des packages pour démocratiser ces destinations. Monsieur Yemien, Monsieur le ministre, j'ai deux questions. La première, vous avez créé plusieurs structures dont dans la Direction générale des loisirs. Pourquoi la création de cette direction générale? La deuxième, quel bilan faites-vous des activités du Conseil national du tourisme? Oui, pour la création de la Direction générale des loisirs, je le disais tantôt, voilà un secteur où nous constatons que la plupart des pays développés et les pays qui attirent plus de touristes ont mis un accent particulier au développement des loisirs dans leur pays. Nous ici, nous avons une direction générale des loisirs qui n'avait pas, du moins c'est une direction des loisirs
mais il n'y avait pas véritablement pour l'activité des loisirs un cadre réglementaire et institutionnel pris en éducation avec les ambitions que notre pays se donne. Il fallait que nous donnions un cadre réglementaire et institutionnel. Et ce cadre a été établi par la mise en place de la Direction générale des loisirs. Et la Direction générale des loisirs a pour mission essentielle de vulgariser, de réglementer et d'assainir le secteur des loisirs en faisant la promotion des loisirs et surtout en relevant la plupart des loisirs traditionnels pour les faire rentrer dans une démarche de modernisation. Toute chose qui concourt à mettre une nouvelle norme économique et à développer des start-up dans ce domaine, mais aussi à aider à implémenter un modèle de croissance économique en faveur de nos territoires secondaires. Donc, au jour d'aujourd'hui, la direction générale a plusieurs missions avec 2 directions centrales pour les parcs et les parcs d'attractions, les centres de loisirs, ainsi que les jeux numériques. Et vous avez une direction centrale qui gère l'ensemble des loisirs traditionnels et tout ce qui relève de notre patrimoine commun. Tout naturellement, votre deuxième question se rapporte au bilan que nous faisons aussi du CNT. Je peux vous dire que pour le CNT, ça existe dans bien des pays et ça existait dans un certain temps, dans les années 70 en Côte d'Ivoire. Mais cette entité avait disparu et nous avons jugé nécessaire, au regard des ambitions affichées par le gouvernement, de mettre cet organe qui est le Parlement, qui peut avoir double fonction, de diffuser les bonnes pratiques au sein des différentes fêtières que constitue le secteur du tourisme, et puis ensuite faire en sorte que nous ayons à recueillir les suggestions, les propositions, et faire en sorte que nous parlions un même langage. Et donc c'est tout ça qui a été mis en place. Le bilan que nous faisons, c'est que ça nous a permis de faire les sublimes du tourisme avec désormais un dialogue instauré entre les différents acteurs du secteur. Si je veux parler de toutes les fêtières, au niveau des voyagistes, au niveau des hôteliers, au niveau de la restauration, mais surtout pour ceux qui font les activités de la nuit. Et je veux faire un clin d'œil au MOPEN et l'APV pour le domaine des transports et le MOPEN pour les activités de la nuit, et plusieurs fêtières dirigées par M. Lolo Dibi et puis par M. Diomandé, qui jouent un rôle éminemment important dans notre secteur aujourd'hui et appartiennent à la grande fêtière africaine dirigée par un de nos frères sénégalais. Et donc, ce sont ces éléments-là que je voudrais mettre à l'actif du CNT, qui aujourd'hui fait un travail remarquable et qui, pour cette année, a sur son agenda plusieurs rencontres et plusieurs ateliers. Aujourd'hui, je peux mettre à leur actif l'ouverture en accord avec le ministre de l'enseignement supérieur pour le cycle supérieur au niveau de l'université de San Pedro, qui s'est spécialisé dans les domaines qui sont les nôtres pour le tourisme, et c'est eux qui définissent les curricula sous notre contrôle. Et donc ce sont des activités pour ce qui concerne la formation et l'éducation dans notre domaine, aussi bien pour la qualification des guides touristiques. Monsieur Ziao, Sublime Côte d'Ivoire a été élaboré autour de 9 projets phares structurants. Où en sommes-nous avec la mise en œuvre de ces projets? Évidemment, il faut souligner que les 9 projets sont 9 familles de projets. À titre d'exemple, vous allez voir que on va parler tout à l'heure de plusieurs aspects, mais comme vous abordez les 9 projets phares assortis de 9 réformes phares, les 9 réformes, ce sont les actions majeures qui dépendent des autres ministères. Il s'agit par exemple des questions de transport aérien, de la sécurité, de la santé, des routes, aussi bien pour ce qui concerne la formation et tout ce qui peut aider à implémenter un modèle de croissance dans le secteur touristique. Mais pour revenir à votre question sur les 9 projets,
il faut se dire qu'aujourd'hui, les 9 familles de projets, on peut faire d'Abidjan la base de divertissement et de loisirs qui porte les projets de Aquaba Park. C'est d'abord les parcs de loisirs, c'est l'ensemble des activités de loisirs référencées et cartographiées. Et donc aujourd'hui, je vous ai donné un chiffre pour dire que nous référençons un peu plus de 1500 établissements dans le domaine des loisirs pour accompagner cette dynamique. C'est la mise en œuvre de circuits touristiques dénommés Paradis entre mer et nature pour promouvoir les activités balnéaires et faire en sorte qu'il y ait les projets Belle Plage pour tous. Donc voilà quelques exemples que je vous donne. Et donc ces projets, le bilan que nous faisons, c'est que la plupart du secteur privé, parce que l'État n'a pas vocation de réaliser l'ensemble de ces projets, mais c'est de susciter des vocations pour que l'ensemble du secteur privé porte nos projets. Et aujourd'hui, rien qu'à voir la transformation structurelle d'Assini, rien qu'à voir les évolutions auxquelles l'on assiste au niveau de la baie des Milliardaires et de l'île Boulay, à la faveur de la réhabilitation de la côtière, nous sommes en train de faire émerger encore plusieurs autres projets. Je peux vous dire que le bilan que nous faisons, c'est ce que je disais à l'entame de mon discours, c'est une évolution significative de la capacité hôtelière de notre pays et la bonification de cette capacité en infrastructure de qualité et pour la restauration aussi, ainsi que la plupart des établissements de formation qui, aujourd'hui, on avait arrêté de former les guides et nous ouvrons la formation des guides avec des circuits touristiques qui sont mis en exergue, mais aussi et surtout des grands projets structurants qui viennent avec l'hôtel Four Seasons qui va commencer cette année, avec l'hôtel Raffles pour les 3 tours que nous allons avoir réalisés. Il s'agit de plusieurs autres projets d'envergure pour les villes touristiques qui sont signés et qui vont rentrer bientôt en interaction avec plusieurs opérateurs pour être mis en œuvre. Je dirais que nous avons aussi M. Youssouf Diabaté qui dit quelles sont les stratégies pour capter davantage l'attention des touristes africains afin de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit une destination prisée avant, pendant et après la CAN. Donc je dis, M. Youssouf veut savoir quelles sont les stratégies pour capter l'attention des touristes africains pendant, du moins avant, pendant et après la CAN. Donc ici, le mobile est trouvé pour être un produit d'appel pour notre destination, c'est d'abord et avant tout la CAN. Et je dis, l'État de Côte d'Ivoire va consacrer plus de, sinon consacre déjà, mais un peu plus de 500 milliards. Sans compter l'aspect événementiel et la vente de la destination avec le country branding que nous faisons. Mais la Côte d'Ivoire est une nation de football et connue comme telle. Si nous voyons l'exemple du Qatar, qui a utilisé la Coupe du Monde pour en faire un produit d'appel, juste après, ils sont en train de doubler leur flotte au niveau aérien. Et donc, nous, ce que nous faisons ici en rapport avec les autres ministères et en interaction avec des opérateurs du secteur, nous allons créer l'événement et nous allons dévoiler le concept événementiel au niveau touristique pour le mois de juin prochain. Et donc, à partir du mois de juin, nous lançons le concept pour la CAN et l'opération de la CAN avec la campagne de la CAN au plan touristique, cela s'entend, en rapport avec le COCAN et le ministère des Sports et la FIF. Étant entendu que la FIF même est représentée au niveau du COCAN. Et donc, nous faisons en sorte qu'avant, nos bureaux du tourisme à l'étranger et au sein de nos bureaux à l'intérieur du territoire, il y a, une fois que la campagne est lancée, que nous commencions à vendre l'ensemble des produits qui ont été élaborés visant à promouvoir l'avant, le pendant et l'après Cannes. Et donc, l'ensemble de cette stratégie fera l'objet de communication en Conseil des ministres et nous allons nous retrouver au sein du Conseil national du tourisme pour dévoiler, mais soyez rassurés que nous sommes profondément conscients que si l'État doit faire un retour sur investissement, ce n'est pas directement que cela va se faire, mais ça va passer
par ce que l'État a fait pour que les opérateurs du secteur s'en saisissent et qu'ensemble avec nous, nous créons la dynamique pour que le territoire ivoirien, pour le temps de la CAN, fasse l'objet d'intérêt pour tous les touristes du monde et que nous saisissons l'occasion et avec nos vedettes phares, nos ambassadeurs du sport, pour être les ambassadeurs du tourisme. Je rappelle qu'au passage, Didier Drogba est ambassadeur du tourisme, Assal Fo et Magic System sont ambassadeurs du tourisme, et tous ces acteurs vont nous apporter un souffle au cours de cette campagne que nous allons vous dévoiler. Alors, M. Eugène Saï de Cette Info, Monsieur le ministre, j'ai 3 questions. La première, quels critères définissent les étoiles des grands hôtels en Côte d'Ivoire? Je voudrais dire qu'il y avait un vide et nous avons comblé par un décret signé du président de la République, pris en Conseil des ministres, pour rétablir le classement rendu obligatoire sur la base de la concertation que nous avons eue avec Codinom, entendue par la Côte d'Ivoire Normalisation. Et donc, nous procédons avec Codinom à la mise en place d'une politique normative. Et donc, la normalisation a été revue et pour cela, nous avions mis en place des normes qui, aujourd'hui, aident à classifier les hôtels. Au titre des éléments de classification pour les hôtels, c'est la norme 6500 qui, de 2019 qui parle du classement des hôtels. Et à partir de ce moment, cette norme NI 6500 de 2019 qui classe les hôtels stipule très clairement qu'aujourd'hui, il faut avoir à mettre l'accent sur la qualité des services. Et c'est d'abord avant tout la qualité de la restauration, la qualité des infrastructures d'accueil et des installations et équipements techniques et du moins sur les équipements de réception. C'est l'ensemble de ces éléments qui, pris sur la base de leur qualité de service, permettent de procéder au classement. Et ceci sur la base des éléments normatifs au plan international. Et donc, soyez rassurés que ce que nous faisons tient compte d'une mise à jour après un benchmark qui permet de se comparer aux pays à vocation touristique qui sont les plus huppés au monde. Au titre du deuxième point, c'est le classement des restaurants et bars, boîtes de nuit. C'est la norme NI 6503 de 2020 qui a été élaborée avec Codinorm et qui permet aujourd'hui de classer ces établissements. Et donc là aussi, c'est la qualité de leurs installations, mais surtout j'allais dire, l'ensemble de leurs cartes et des services qu'ils apportent et les innovations qui accompagnent et surtout l'hygiène et la propriété qui sont prises en compte. Voilà ce que je peux dire sur la question de M. Eugène Saï. Et il voudrait aussi savoir où en sommes-nous avec le projet de recensement et la cartographie des résidences meublées devant servir d'accueil pour les supporters de la CAN. Le recensement et la cartographie des résidences meublées, c'est fait. C'est pour ça que nous avons signé avec plusieurs acteurs du monde numérique et qui sont en train de numériser la cartographie et procéder à tous les équipements que nos équipes qui vont sur le terrain revêtent pour avoir à travailler l'ensemble de tout ceci. Et cela fera l'objet de dévoilement avant la fin du deuxième trimestre. Et donc, l'ensemble de ces établissements font l'objet de surveillance de notre part par les équipes d'agrément et les équipes de certification. Et donc, comme je l'ai dit, avant la fin du deuxième trimestre, vous aurez l'ensemble des établissements et des résidences meublées. Et par la même occasion, nous devrons avoir les répertoriés pour les mettre dans la base de données devant servir au paiement
de la taxe touristique comme partout ailleurs dans le monde. Quel bilan du tourisme intérieur et extérieur après Covid-19? Après Covid-19, la date référentielle, c'est 2019. 2019, nous étions déjà à un peu plus de 4 millions 300 000 visiteurs. Et donc, l'essentiel était les touristes internationaux. Et il faut dire que au titre de l'activité touristique, notre pays générait un peu plus de 7,3% pour le tourisme en termes de contribution du tourisme à la richesse de notre pays. Cela s'entend le PIB. Nous contribuons à 7,3% du PIB en 2019 avant Covid. Et quand Covid intervient, ces chiffres se dégradent avec un taux de dégradation de 70% du chiffre d'affaires du secteur du tourisme. Alors qu'au niveau mondial, nous étions à une dégradation des chiffres à 85%. Pour l'instant, nous disons que pour le tourisme intérieur et extérieur, pour l'année 2022, nous allons communiquer les chiffres avant la fin de ce mois. Mais pour l'exercice 2021, il y a eu une nette amélioration, ce qui a permis de remonter légèrement la pente pour nous situer globalement au tourisme intérieur et tourisme extérieur à une proportion d'un peu plus de 1 300 000. Seulement, il faut dire que le tourisme international l'emportait pour un peu plus de 800 000. Mais nous pensons que, sans trahir les chiffres qui vont être communiqués, nous n'avons pas encore atteint la moyenne avant, du moins les chiffres d'avant Covid, les chiffres de 2019, qui est la référence. Mais nous ne sommes pas loin. Nous serons aux alentours de moins de 10%. Mais nous pensons que, vu que la région se comporte bien, du moins notre pays se comporte bien, du point de vue de sa stabilité et de sa visibilité, nous allons renforcer nos actions et les choses vont davantage s'améliorer au point de dépasser les chiffres de 2019. Monsieur Bédi Paul, Monsieur le ministre, existe-t-il des entités décentralisées de votre ministère? Si oui, que font-elles pour promouvoir le tourisme local? Oui, je réponds par l'affirmative parce que nous avons des entités décentralisées. Il s'agit de nos directions régionales et de nos directions départementales sur l'ensemble du territoire. Pour ce qui concerne nos villes qui sont véritablement les lieux touristiques de notre pays. Vous verrez qu'à San Pedro, à Korogo, à Boaké, à Yamoussoukro, à la région du sud Komo ici, avec à Boasso et Bassam, toutes ces régions sont couvertes, aussi bien à Bengourou, à Bondoukou, au Diené, voilà, Man, on a des San Pedro, j'ai parlé de San Pedro, d'Aloa, et Soubré, vous avez des directions régionales et directions départementales selon la taille du découpage administratif. Donc, leur mission est de promouvoir aussi le tourisme local en rapport avec les différents responsables locaux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un travail qui est fait avec eux et leur rôle est de créer la dynamique. Aujourd'hui, avec la restauration de nos routes et de nos infrastructures de desserte, aussi bien pour les aéroports d'une part que pour les routes d'autre part, et avec tout ce que l'État consent à développer le territoire, ils sont en train de faire en sorte de promouvoir la destination à notre demande. Et donc, il y a des circuits qui sont établis et qui font l'objet de promotion de leur part. Et donc, des actions de proximité sont entreprises. Et quand on parle de classement, c'est eux qui portent les classements sur l'ensemble de nos villes secondaires. Et donc, ils le font
mais ils vont davantage le faire pour promouvoir la destination, tout en sachant que l'action de promotion revient à Côte d'Ivoire Tourisme, mais ils travaillent en étroite collaboration avec Côte d'Ivoire Tourisme aussi. Monsieur Ignamien du mandat. Les opérateurs se plaignent de la taxation élevée au niveau des hôtels et résidences hôtels. Pourquoi ne pas alléger ces taxes alors qu'ils font face à une concurrence déloyale? Je voudrais déjà rassurer que la question qui est posée est bien compréhensible, mais pour ce qui concerne la taxe, ce n'est pas du domaine du tourisme que cela pourrait être élevé, étant entendu que la perception de cette taxe n'est pas faite aujourd'hui par l'ensemble de tous les opérateurs, chose que nous voulons avoir à corriger. Mais il faut dire que la taxe de développement touristique n'est pas aussi élevée quand nous faisons un benchmark que nous regardons avec les pays de l'UEMOA. Et je disais tout à l'heure que je suis quand même le président de la Commission Afrique pour les 51 pays africains membres. Et donc j'ai tous les chiffres. Et je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas aussi chère que tout autre pays au niveau de notre taxe de développement touristique. Je peux comprendre que bien des taxes relevant de l'administration centrale peuvent empiéter leur activité, mais aujourd'hui, au regard des efforts consentis par l'État, si d'aventure dans le cadre de nos échanges au niveau du Conseil national du tourisme, à travers leurs fêtières, il y a un dialogue entre l'État et le secteur privé, à la faveur du séminaire gouvernemental, nous avons reçu le secteur privé et des suggestions ont été apportées. L'ensemble des préoccupations du secteur privé sont portées à l'attention du gouvernement au cours de ces échanges entre le secteur privé et l'État. Et dans ce dialogue, secteur privé avec le gouvernement, s'il est des questions de cette nature, il faut que cela soit mentionné pour qu'on regarde la question qui est visée. Mais je peux vous dire que le gouvernement regardera avec attention, mais de mon point de vue, la question est à revoir et si telle était leur préoccupation, nous sommes tout eus pour les entendre et voir comment porter leurs revendications à nos autorités les plus compétentes. Au niveau de M. Ziao de l'Inter, en termes d'investissement dans le cadre de Sublime Côte d'Ivoire, l'État a estimé 3 200 milliards, dont 1 700 milliards attendus des IDE, c'est-à-dire les investissements directs étrangers. Où en sommes-nous à ce jour? Je peux avoir à vous dire que les 3 200 milliards prônés par la stratégie Sublime Côte d'Ivoire s'étendent jusqu'en 2025, mais les 1 700 milliards attendus du secteur privé, c'est pour ça que nous avions fait la table ronde de Dubaï et de Hambourg. Nous avons eu une mobilisation beaucoup plus importante que n'importe quel secteur. Nous avons eu de la part de tous les participants des montants dépassant l'ensemble de ces ressources-là. Tels que nous l'évoquions quelquefois, 3 fois, 4 fois. Mais malheureusement, si vous regardez l'action que nous avons menée, l'ensemble de nos actions ont été, je dirais, au-delà de l'objectif qui avait été fixé. Malheureusement, nous nous sommes confrontés à une difficulté majeure. Ça a été la difficulté de la COVID-19 qui a freiné bien des ardeurs parce que tous les acteurs et tous les opérateurs ne savaient pas à quoi c'est voué, puisque nous ne savons pas cette pandémie qui venait de naître, jusque quand ça va durer, à quel moment on va faire redécoller les avions, comment les frontières vont être décloisonnées pour que le territoire soit rendu fréquentable. Dans de tels contextes, convenez avec moi qu'aucun investisseur ne veut prendre l'engagement d'avoir à dégager des moyens pour l'affecter à une activité touristique qui repose sur les visiteurs qui viennent de partout le monde. Et ceux-là qui doivent venir par le monde ont été freinés dans leur élan de voyage et chacun des territoires restant fermé.
tout près de nous, c'est maintenant que nous voyons que la Chine est en train d'enlever l'ensemble des mesures qui ont été arrêtées visant à lutter contre Covid. Convenez avec moi que des investisseurs qui sont attentifs au moindre coup de fusil n'allaient pas prendre le pari de continuer à investir dans ce contexte. Donc 2020, où nous devrons mettre en œuvre l'ensemble de ces mobilisations, malheureusement en mars 2020, Covid apparaît et freine totalement nos élans. Nous regardons de très près, nous constatons que, pas que notre pays, mais l'ensemble des pays touristiques et les grandes nations à vocation touristique ont été frappés de plein fouet. Et tous ont mis des mesures en place pour supporter leur secteur privé. Et c'est ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire a tenté de faire. Mais aujourd'hui, pour revenir à cette situation, il faut dire que 2020-2021, nous avons attendu les investisseurs qui marquaient un peu le pas. Mais 2022, qui vient de s'achever, a renoué véritablement avec une croissance beaucoup plus vigoureuse et beaucoup plus dynamique. C'est pourquoi je suis heureux de vous apprendre que le Four Seasons, son acteur qui faisait partie de la table ronde de Dubaï, est venu ici pour voir le Premier ministre pour réaffirmer son empressement de réaliser le projet. Et donc, partie gouvernementale et toutes les parties étatiques, nous sommes en train de faire des mains et pieds pour mettre le terrain à disposition à l'effet qu'il commence la réalisation de son projet. Et tous, nous sommes mobilisés pour cette cause. Parce qu'avoir le fleuron de l'industrie touristique dans notre pays et qui a signé pour la Côte d'Ivoire, et nous prenons une position forte et dominante sur le segment des marchés du tourisme d'affaires avec le Four Seasons. Il y a le rapport avec les 3 tours, où les acteurs aussi ont pris une position tendant à réaffirmer leur appétit qu'ils avaient exprimé au cours de nos tables rondes. Et il en est de même pour les villages touristiques de la baie de Taki à San Pedro, aussi bien pour la ville touristique de Jacquesville et d'Adiaké. Et donc, tous ces acteurs se mobilisent, et pour les projets de taille moyenne, pour implémenter le modèle de croissance au niveau de nos champions nationaux, la stratégie a consisté à mobiliser des ressources pour que le secteur privé ivoirien ait une marque dénommée Kama, et la marque Kama se met en place et tout est en train de se réaliser, et bien des acteurs privés aujourd'hui sont en train de développer des infrastructures à Boaké, à San Pedro, à Korogo, à Abidjan et un peu partout. Je pense que le secteur privé aujourd'hui, le bilan que nous faisons, au regard des investissements, nous sommes en droit de se dire que les 1700 milliards attendus du secteur privé fera l'objet de mobilisation, et nous serons à mesure de dépasser les 1700 milliards du secteur privé avant la clôture de la première phase de Sublime Côte d'Ivoire en 2025. L'État devant accompagner ce développement par la réalisation des infrastructures, par la mise en œuvre des mesures d'accompagnement que sont les réformes, les 9 projets de réforme. Et vous convenez avec moi que les infrastructures routières qui sont rendues visibles sont le fait du financement de l'État. Cela relève de ces 1500 milliards. Le plateau technique qui est amélioré avec la construction et le déploiement des CHU d'Abobo et de San Pedro et des CHU du moins de Boaké, et non des CHU de Boaké et des CHR de Aboasso, de Azopé, à Bengo, un peu partout, tel que le gouvernement, dans sa politique médicale et sanitaire, est en train de déployer. Tout ceci est en train de remplir notre cahier de charges, ainsi que les travaux de réfection des aéroports des villes devant abriter la CAN et bien d'autres villes sont le pendant qui relève de la stratégie pour ce qui concerne les réformes phares. Monsieur Kofi Konan Gilles Christian,
comment assainir le secteur des loisirs en Côte d'Ivoire? Il y a trop d'opérateurs qui exercent sans agrément. Oui, c'est pour ça que nous avons, je disais tout à l'heure en réponse à une des questions de nos frères, pour dire que tout naturellement, si le secteur n'est pas réglementé et qu'il n'y a pas un cadre réglementaire et institutionnel formel, avec une législation qui est adoptée, c'est naturellement que chacun opère de façon à ne pas prendre en compte un certain nombre d'éléments normatifs pour assainir le cadre. Et donc, il revient à l'État de prendre toute sa place et de créer un cadre qui soit en adéquation avec les ambitions de notre pays, qui est de faire en sorte que le secteur informel ne prenne pas le pas sur le secteur formel. Et donc, quelque part, que tous les acteurs s'alignent dans une pratique homogène avec la prise en compte des préoccupations tendant à mettre en place une méthodologie et surtout un cadre référentiel qui repose sur les normes internationales. Et nous sommes d'accord avec vous qu'il y a trop d'informels parce qu'il n'y a pas d'agrément, mais nous allons avoir les réglementer. J'ai présenté un texte en conseil de gouvernement qui a fait l'objet d'amendements et d'acceptation par le conseil de gouvernement. Sûrement qu'au prochain conseil des ministres, ce texte visant à une meilleure réglementation et à une prise en compte de ces préoccupations visant à certifier ce secteur des loisirs sera adopté par le conseil des ministres. C'est décret portant réglementation du secteur des loisirs. Et donc, cela sera présenté certainement au conseil du 18 janvier. Voilà ce que j'ai à vous dire pour vous dire que vous avez raison, mais nous avons pris toute la mesure. C'est pour ça que les agréments et les autorisations et les licences seront accordées avec une commission qui va travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des fêtières et conformément à la législation en vigueur. Et le Code du tourisme fera l'objet de révisions cette année pour intégrer les loisirs conséquemment et pour que la loi consacre définitivement ce secteur. Ange dit ceci, Monsieur le ministre, êtes-vous informé du litige ambiant qui existe entre les agences de voyage qui ont l'agrément du ministère du Tourisme pour la vente des billets d'avion et les compagnies aériennes qui, elles aussi, vendent les billets alors qu'elles n'ont pas l'agrément du ministère? Si oui, que faites-vous pour régler cette situation? Naturellement, cette question devient de plus en plus récurrente et nous avons déjà pris la mesure de la chose, ce qui fait que j'ai bien voulu regarder cette question de près et ce que vous dites est tout à fait juste. Il y a une situation qui peut être préjudiciable à l'ensemble de nos agents de voyage. Mais pour répondre à cette question, cela fait appel à deux, j'allais dire, postulats qui ne doivent pas être perdus de vue. Nous sommes face à un changement de paradigme. Et ça, il faut que nous-mêmes, qui sommes décideurs, et l'ensemble de la profession des voyagistes, nous prenons toute la mesure. Face au changement de paradigme introduit par la digitalisation auquel l'on a droit, au lieu qu'on regarde seulement la question de ces agences qui vendent les billets, il faut regarder déjà sur les plateformes des voyagistes à l'international. C'est le cas de Booking.com, de Trivago et bien d'autres acteurs majeurs, sans faire de publicité à ces différentes plateformes. Ils commercialisent, on ne sait pas où ils payent leurs impôts, où ils sont situés, et ces questions peuvent être préjudiciables à notre activité. Et donc, pendant qu'ils ne payent pas d'impôts ici, ils perçoivent un chiffre d'affaires, du moins ils réalisent un chiffre d'affaires sur le territoire et créent un préjudice à nos agents de voyage. Cela fait appel à une véritable réflexion. En même temps, le deuxième postulat, c'est de se dire, est-ce que nos agents de voyage doivent se cantonner à leurs produits traditionnels qui aujourd'hui, dans le schéma économique, et tel que le modèle économique est adopté, si nous ne faisons pas les ajustements et les changements substantiels, on risque
de les voir déposer la clé sur le paillasson sans qu'on les ait accompagnés pour faire les mutations subséquentes qui soient à l'aune des transformations technologiques auxquelles on assiste. C'est pourquoi nous disons qu'il faut avoir à se retrouver autour d'une table pour évoquer la question, mais pour l'heure, je demande à avoir un rapport avec le ministre des Transports dans les jours prochains, une rencontre avec les compagnies aériennes à l'effet d'analyser, après avoir recueilli les avis des voyagistes, des parleurs fêtières, leurs situations et leurs préoccupations, pour que nous adressions la question et que nous discutions avec les différentes compagnies de voyage pour ne pas obstruer l'activité et créer une situation qui pourrait être préjudiciable à l'ensemble de nos différentes agences de voyage. Je disais que déjà, le marché est trop étroit pour qu'on ait plus de 600 agences de voyage. Il faut assister à une politique de concentration. C'est pour ça qu'il faut poser le postulat. Quelle serait notre politique visant à une plus grande concentration et à une forme, sous la forme de fusion et d'acquisition, pour que nous ayons une politique qui soit en adéquation avec ce que nous voulons. Parce que pour un marché qui génère 4 millions de passagers, on ne peut pas, pour l'instant, même l'aéroport qu'on est en train de dimensionner, si vous regardez, c'est dimensionné pour accueillir 5 millions de voyageurs. Si on ajoute à cela bien d'autres au niveau de nos territoires, on ne va pas chercher au-delà de 6 millions. Et donc, avoir plus de 600 agences, c'est trop. Et donc, ça, cette politique, il faut qu'on revoie. C'est pourquoi j'ai dit, pour les agences qui commencent à se créer, il ne faut pas qu'on soit là à signer les agréments et les licences pour leur permettre de venir alourdir déjà un problème qui est déjà trop grave. Et donc, il faudrait qu'on regarde ça de très près. Et c'est la question, sans faux fuyant, que le gouvernement doit trancher et aborder pour les rendre plus compétitifs et que ce secteur soit assaini pour que nous les aidions et que l'État rende ce secteur plus compétitif et réponde à des défis de compétitivité à l'international. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme à présent. Je voudrais avoir à répondre vraiment à l'ensemble de toutes vos préoccupations, mais les bonnes choses ont toujours une fin. Si vous me donnez plus de temps et que le temps nous était donné, je vous avoue que je me donnerai à cœur joie à répondre sans cesse à l'ensemble de vos préoccupations. Mais cette occasion qui m'a été donnée m'a permis de parcourir avec vous ce jour l'ensemble d'un certain nombre de préoccupations. Mais je pense que d'ici la fin du premier semestre, on se donnera certainement un autre rendez-vous pour avoir fait le bilan du premier semestre. Mais comme par hasard, nous nous voyons au moment où hier, notre présence à la tête du ministère nous a permis de faire 6 années à la tête et d'avoir à déployer la politique du gouvernement et la vision du président de la République. C'est l'occasion pour nous de vous dire merci pour votre accompagnement. Merci pour tout ce que vous avez fait avec nous. Mais le plus dur est à venir parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas que cette activité qui est une activité porteuse de croissance et qui génère beaucoup de richesses et d'emplois, qui est le 3e secteur exportateur au monde et qui génère à l'échelle mondiale un peu plus de 1600 milliards et qui se classe avant le secteur de l'automobile, le secteur de la sidérurgie et bien d'autres secteurs, combiné avec le secteur de la culture et de l'industrie créative, c'est aujourd'hui un secteur qui peut être classé comme la 2e industrie créatrice de richesses à l'échelle mondiale. Mais pour le moment, l'Afrique traîne un peu le pas, eu égard à des efforts que nous devrons faire. Et en ma double qualité de responsable africain de l'Organisation mondiale du tourisme pour les 51 pays, cela ne fait qu'honorer la politique de notre pays et le positionnement que le président a voulu pour notre pays, faire en sorte que la voix de la Côte d'Ivoire soit entendue au-delà de nos frontières. C'est le cas et c'est un honneur qui nous est fait et que je sois doublement au sein de l'Organisation mondiale du tourisme
en qualité de membre du conseil exécutif. Et je rappelle que mon mandat devrait prendre fin pour 2023, mais en me reconduisant comme premier vice-président du conseil exécutif, implicitement, l'ensemble des membres venaient de renouveler le contrat de la Côte d'Ivoire au sein du conseil exécutif pour 3 ans. C'est dire que nous bénéficions d'une confiance. C'est ensemble que nous devrons relever les défis qui s'imposent à nous. Faites-nous confiance. Nous avons réussi à avoir la confiance de l'international. Il n'y a pas de raison que si nous avons confiance au gouvernement, en l'action vigoureuse du gouvernement et au président de la République par une vision clairvoyante qu'il définit la Côte d'Ivoire comme aujourd'hui pays de paix, pays reconnu par tous comme l'un des pays les plus réformateurs au monde, nous n'avons pas de raison de ne pas arriver. Il faut avoir adopté une démarche singulière pour que le tourisme devienne un élément moteur de notre croissance et de notre développement économique. Je crois à un lendemain pour notre tourisme, malgré les pandémies qui se dressent sur le chemin de notre secteur d'activité et au choc extérieur auquel l'on est soumis. Mais croyez-moi, nous sommes plus que jamais déterminés à faire des avancées notables et à créer les conditions d'une impulsion plus forte, plus ambitieuse, qui fait de notre pays la 5e destination touristique du continent à partir de 2025. C'est possible, c'est réalisable et nous allons y parvenir avec l'aide de tous. Nous avons besoin de votre soutien. Merci pour votre soutien pour ces 6 années. Nous avons encore besoin de votre soutien. Le gouvernement compte sur vous et nous sommes là pour vous servir. Merci pour votre intérêt pour le secteur du tourisme. Nous allons en faire un secteur hautement stratégique. Merci pour cette attention. Bon appétit à vous tous. Que Dieu bénisse notre pays et que le tourisme se porte davantage mieux pour les uns et pour les autres. Je vous remercie.